Je vous le disais en titre, nous avons la chance d'avoir avec nous l'unique femme spationaute française, Claudie Aigneret. Bonjour madame. Bonjour. Alors en 1996, vous avez fait partie de l'équipe franco-russe de la station Mir. En 2001, vous rejoignez l'ISS. Quels souvenirs gardez-vous de ces missions dans lesquelles vous étiez la seule femme ? Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir ce privilège de faire 2 missions spatiales. La première, effectivement, comme astronaute française et la seconde comme astronaute de l'Agence spatiale européenne que j'ai rejoint en 99. Mon premier vol, nous étions 2 à bord puisque j'étais avec une astronaute américaine. Et c'est à la fois une magnifique aventure scientifique, technique, bien évidemment, des missions fantastiques, et puis une aventure humaine parce qu'on vit pendant toute cette carrière d'astronaute dans un milieu de grande diversité, la diversité culturelle avec tous les partenaires de la Station spatiale internationale, les Européens, les Américains, les Japonais, les Russes et les Canadiens, et puis cette diversité des métiers. Et c'est peut-être là un point important. Effectivement, en 85, on avait encore ce schéma de militaire, peut-être un petit peu chevalier du ciel, qui était le candidat astronaute parfait. Mais les profils se sont beaucoup élargis depuis. Et moi-même, je suis médecin et chercheur. Oui, alors là, vous parlez de diversité, mais quand même une majorité d'hommes encore aujourd'hui. Absolument. En 85, il y avait 10% de candidates féminines. Donc, effectivement, j'étais la seule parmi les 7. La sélection de l'Agence spatiale européenne de 2008, où Thomas Pesquet a eu la chance d'être sélectionné, comptait, je crois, 15% de candidatures féminines. Et Samantha Cristoforetti est aujourd'hui l'astronaute active de l'Agence spatiale européenne. C'est-à-dire qu'on a un petit peu du mal à dépasser ce plateau des 15% de candidates. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on est effectivement au total, dans le monde entier, sur les 570 astronautes ayant volé, seulement 60 femmes. Donc on reste dans ces 10%, et ça ne représente pas, bien évidemment, la diversité des talents, la diversité de la société. Et l'Agence spatiale européenne, dans son nouveau recrutement, va essayer de faire en sorte que le pool des candidates, donc des sélectionnés potentiels, soit un petit peu plus divers, et en particulier féminin. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas imposer des quotas, une discrimination positive pour que l'on puisse à terme atteindre la parité? Est-ce qu'il ne faut pas en arriver là? Non, ce n'est pas une histoire de quotas, parce que bien évidemment, pour ces missions spatiales, le point essentiel, c'est la compétence, les compétences, je dirais. Il faut à la fois des compétences dans sa formation professionnelle, mais dans une grande diversité, pilote, ingénieur, chercheur, médecin, dans des tas de domaines. Des compétences également opérationnelles, parce on doit être là pour maîtriser des systèmes complexes. Et puis des compétences, je dirais, plus d'ordre psychologique, cognitif, bien s'intégrer dans un équipage, dans cette diversité, vivre des longues périodes avec des voyages un petit peu à droite et à gauche, étant donné l'ensemble des partenaires de ces programmes spatiaux. Mais on ne cherche pas des super-héros, on cherche en fait des gens qui ont cette capacité à effectivement conduire des missions complexes dans la diversité, avec de multiples compétences, de multiples profils pour enrichir et donner le succès à la mission. Mais alors pourtant les femmes auraient, selon certaines études scientifiques, plus d'aptitudes physiques que les hommes pour être spationautes. Elles résisteraient par exemple mieux et plus longtemps à la souffrance, à la chaleur, au froid, à la monotonie et à la solitude. Est-ce que vous confirmez ces études ? Il y a quelques études, effectivement, et en particulier qui montrent qu'au sein d'un équipage, un équipage mixte a plus de facilité dans ses prises de décision, de situations qui peuvent être complexes, difficiles et hostiles, plus de facilité dans les rapports avec les centres de contrôle au sol. Donc, effectivement, les études aujourd'hui présentent cette diversité, en particulier la diversité de genre, comme un atout. Enfin, il y a des très très beaux modèles de réussite et d'épanouissement féminin. Il faut les montrer. Encore très peu, puisque le corps européen ne compte qu'une femme. Donc, sur les 65 dont vous parliez tout à l'heure, il n'y a que 2 Européennes dans le monde. Alors aujourd'hui, 3, si on compte Hélène Sherman qui avait volé en 1992, qui est une Britannique. Mais effectivement, c'est pour ça que l'Agence spatiale européenne, d'ailleurs, a axé sur ces ouvertures au profil féminin, parce qu'on n'est pas effectivement les mieux placés, mais il y en a d'autres. Je dirais que mes collègues russes ne sont pas très très nombreuses non plus. Du côté américain, on voit qu'il y a effectivement une progression aujourd'hui. Et dire que ces équipages qui vont préparer les missions lunaires,
dans quelques années maintenant, parce que ça se profile très vite, sur un ensemble de 18 astronautes qui ont été retenus pour ces missions lunaires Artemis côté américain. Eh bien, il y a 9 hommes et 9 femmes. Donc voilà. Donc les choses bougent quand même. Et puis pour la première fois, donc les personnes souffrant de certains handicaps vont pouvoir candidater. Comment voyez-vous cette ouverture, hein? Alors, comme le dit très bien Samantha Cristoforetti, quand on arrive dans l'espace, on est tous un petit peu handicapés, je pourrais dire, parce que c'est pas un milieu naturel. Et se dire que de travailler sur ce qui pourrait rendre plus facile l'interface entre l'homme et la machine, les moyens d'assistance, la façon d'assurer la sécurité, je pense qu'on apprendra beaucoup en travaillant effectivement avec des personnes qui ont des besoins différents et des possibilités différentes, des possibilités d'adaptation qu'on ne connaît pas, qui sont révélées par ces situations particulières. Donc je trouve que c'est intéressant d'ouvrir à ce projet pilote de faisabilité. Alors on n'est pas bien sûr encore à l'ouverture et l'accès pour tout un chacun, mais je crois qu'on doit tous progresser parce que c'est un environnement un peu hostile, extrême, je dirais, et sur lequel il faut essayer d'assurer toutes les conditions de sécurité, d'efficacité, et on apprendra beaucoup. Alors peut-être que la conquête de Mars sera faite par les femmes. Alors je pense que sur la Lune, bientôt, on aura une femme qui marchera sur la surface de la Lune, et ça c'est bien, parce que moi je suis de la génération Apollo et on a vu de merveilleuses missions, mais seulement 12 hommes qui ont marché sur la surface de la Lune, donc c'est bienvenu d'imaginer une femme sur la Lune dans cette décennie. Et la conquête martienne, on a tous été complètement émerveillés par la mission Persévérance, qui ne fait que débuter, mais cette première phase technique très très complexe a été merveilleusement réussie. Elle nous a fait rêver, elle nous attire, on est tous curieux de voir maintenant le déploiement de l'instrumentation scientifique, et ces missions martiennes, c'est un petit peu l'objectif ultime, à la fois pour mieux la connaître, pour se poser cette question fondamentale de sommes-nous seuls, y a-t-il d'autres formes de vie qui à un moment donné ont pu émerger sur une planète qui était très semblable à la Terre. La présence humaine sur Mars, il y a quand même encore beaucoup de défis technologiques, médicaux, psychologiques. Vous imaginez, on est à 100 millions de kilomètres de la Terre, avec des délais de communication. Donc tout ce qui concerne la réussite d'une mission habitée, on a encore beaucoup de travail. Mais c'est formidable de s'y pencher, et ces sondes automatiques sont merveilleuses pour nous faire progresser. Merci beaucoup Claude Ignoré, merci de nous avoir fait rêver par cet entretien. Merci encore, bonne journée. Merci à vous, au revoir.